la mise en culture vraiment de ces connaissances permettent au débat public de s'élaborer. Ici, en France, comment ça se passe au Canada? Peut-être, je vois le temps filer. Esteban Figueira, vous aussi, vous êtes dans des équipes municipales, vous êtes maire. Alors, la question de l'éolienne en mer n'est pas au centre des débats. Mais vous avez cette habitude de discussion. Alors comment elle se place et est-ce qu'il y a ces enjeux de planification marine qui sont à l'œuvre? Comment ça se passe entre le niveau national et le niveau local pour avoir un contraste? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation que j'ai reçue de l'Institut France-Québec Maritime. Je n'ai pas pu être ici hier parce que je me déplaçais pour venir ici, mais tout ce qui était mentionné précédemment par les personnes qui ont rapporté le compte rendu d'hier, ça m'a été très utile pour bien comprendre tous les sujets qui ont été traités hier. Et puis, j'ai beaucoup de mots-clés qui ont sauté dans ma tête parce que tout ce qui se parle ce matin, bien qu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des enjeux qui sont quand même communs à la réalité du Québec maritime et de la France maritime. Moi, je travaille en recherche appliquée, donc dans un centre collégial de transfert de technologies. Je travaille en innovation sociale et développement régional. Je m'intéresse beaucoup aux enjeux qui touchent comment intégrer l'adaptation au changement climatique dans les processus décisionnels, dans la gouvernance locale. Et puis, j'ai été plusieurs fois, depuis quelques années, interpellé à travailler avec les acteurs locaux. Ici, on parle de débats publics. Quelqu'un mentionnait tout à l'heure qu'il faudrait ajouter aussi les mots compromis. Nous, on travaille beaucoup en concertation. Le Québec, c'est beaucoup la concertation. Il y a des tables de concertation régionales, nationales. On reçoit beaucoup de mandats du gouvernement provincial. Il faut ajouter au Canada une couche, au Québec, une couche de complexité réglementaire parce qu'on a le gouvernement fédéral, on a le gouvernement provincial. Et puis, quand on touche les zones maritimes, si ça touche l'océan, c'est le fédéral. Si ça touche la terre, c'est le provincial. Donc, il y a beaucoup de couches de complexité que nous, on a. Et puis, ce qu'on fait dans l'Est du Québec, c'est un travail depuis quelques années là, de concertation entre les acteurs du milieu. Mais tout dépend des thématiques. Il peut y avoir des tables de concertation sectorielles, intersectorielles. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des thématiques? Parce qu'ici, on a compris qu'il y avait ces zones de tension entre les zones de protection forte et la pêche, ou avec l'implantation des parcs éoliens en mer. Quels sont les sujets chauds un peu au Canada? Au Canada. Au Québec maritime, dans l'Est du Québec, en ce moment, il y a une crise de la pêche. Il y a les crevettes nordiques, il n'y en a plus. Et les pêcheurs ne peuvent plus pêcher la crevette. Donc, il y a réellement une crise. Donc, maintenant, il y a des tables de concertation qui sont formées pour parler qu'est-ce qu'on fait avec la pêche. Il faut savoir qu'au Québec, il y a un modèle de pêche qui vise l'exportation. Il y a 80% de nos ressources qui sont exportées, grosso modo. Donc, il y a beaucoup moins de consommation locale de nos ressources de la mer. Donc, maintenant, il y a un débat. Il y a une réflexion collective qui s'est faite sur comment on fait. La recherche suggère d'aller plus vers la diversification des ressources pêchées, non seulement de pêcher 3 espèces et toutes les envoyer ailleurs. Donc ça, c'est un exemple des sujets sur lesquels on parle dans le Québec maritime en ce moment. Il y a bien sûr la notion des changements climatiques, tous les effets, les impacts du changement climatique qui est transversal maintenant, qui touche maintenant tous les aspects. Et la place des citoyens, c'est eux qui portent ce sujet-là ou ça vient... Ce qu'on a noté quand on a fait des consultations depuis des années, c'est que c'est surtout les gens qui habitent au bord de la mer qui sont les plus concernés, qui vont aller quand il y a des consultations. Mais nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est comment on va toucher les gens qui sont vulnérables, mais qui ne sont pas nécessairement juste sur la côte. Il y a des populations qui aussi... il y a des gens qui sont très militants. C'est ceux et celles qui vont assister, qui vont donner des rapports, qui vont participer à des rapports et tout. Mais il y a des gens qui ne se sentent pas écoutés nécessairement. Nous, ce qu'on essaie de trouver, c'est des façons de les atteindre. Tantôt, il y a quelqu'un qui a mentionné, je pense c'est Charlotte, il y a des solutions, c'est peut-être aller plus vers le récit, regarder l'avenir. Il y a maintenant des façons de faire en adaptation prospective. On va regarder l'avenir en sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais on essaie d'aller avec des boucles de rétroaction. Alors vous me donnez une transition parfaite. Mélissa Senkopoulos, comment vous voyez l'avenir, vous, de votre port? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez en ce moment? Donc c'est un très gros équipement, c'est un acteur privé
Non. Non, public. Public. Alors, ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu justement comment vous êtes à l'écoute du territoire et de ces transformations actuelles et quelles sont les transformations que vous sentez, vous, depuis le Québec? Oui, absolument. Peut-être vous pouvez présenter d'abord le port de Sept-Îles qui se trouve sur la côte nord du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, tout près de son embouchure à l'ouest de l'île d'Anticosti. Donc, le port de Sept-Îles est le plus important port minéralier d'Amérique du Nord et également le deuxième port en importance en termes de tonnage au Canada. Ceci dit, nous sommes des gestionnaires des terres domaniales, donc des terres fédérales, responsables de l'aménagement de notre territoire, le port de Sept-Îles, des projets qui s'y construisent ou des industriels qui veulent venir s'établir. Peut-être vous parler d'un projet en particulier qu'on a réalisé qui sort un peu du cadre réglementaire habituellement de consultation fédérale qu'on doit faire pour les projets sur notre territoire. Donc, nous avons fait un projet de co-création avec l'aide d'un centre d'expertise collégiale qui est le LIO à Rivière-du-Loup, et c'était une initiative de l'Alliance verte et du réseau Québec maritime. L'Alliance verte est un programme de certification environnementale pour l'industrie maritime. Principalement nord-américain, mais maintenant en Europe aussi, connu peut-être, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, connu sur le label Green Marine Europe. L'industrie maritime doit remplir des critères et agir des actions sur plein d'indicateurs, bruit sous-marin, émissions atmosphériques et notamment relations avec les communautés. Donc, hier, j'entendais que il y avait une interface entre la mer et la terre. Le port est à cette interface-là. Et puis, le port est aussi une interface entre... il y a également une interface entre le port et la ville, la municipalité. C'est sur cette interface-là que ce projet-là est né. On nous a demandé de tester les lignes directrices du niveau 5 du critère des relations avec les communautés, et ça constitue à faire un projet de co-création. Donc, ce qui sort du cadre réglementaire habituellement fédéral, c'est que normalement, on va aller en consultation, comme mademoiselle le disait, sur un concept qui est déjà établi. Et puis, on va recueillir les enjeux, tenter de donner le plus d'informations, qui n'est pas nécessairement des connaissances, comme monsieur le disait. Et puis, dans ce cas-ci, dans cette expérience-ci de co-création que nous avons vécue, c'était plutôt de co-construire le projet avec des partenaires, des parties prenantes. Donc, nous avons rassemblé des gens du musée, du tourisme, du développement économique, de l'environnement, des gens des pêcheries autochtones, développement économique autochtone. Nous, on avait comme objectif au départ, en fait, le projet constituait un aménagement du territoire urbain. Ce qu'on avait comme objectif de départ a été changé par le groupe de travail. Et puis, des choses qui devaient être exclues du projet, finalement, se sont avérées les thèmes importants du projet. Ce qui a été retenu par le groupe, c'était le pavillon d'accueil pour les croisiéristes. Et puis, également, la culture autochtone. Donc, la culture des Premières Nations. Donc, hier, j'entendais des choses au niveau de ce groupe. Pour le port, maintenant, c'est de se placer dans une position empathique par rapport à ce que les gens nous expriment, puisque nous n'avons pas le même langage. On en a parlé, on en a discuté. On a un langage plutôt technique, industriel aussi. Les gens autour du groupe avaient d'autres langages, donc c'est important d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. On avait des enjeux aussi intergénérationnels au niveau de la mobilisation également, que les gens se sentent concernés par ce projet. Tout d'un coup, on les interpelle, puis pourquoi on nous interpelle? Et puis, on parle beaucoup de la jeune génération, mais également au niveau technologique, les générations plus âgées, il y a des enjeux pour aller les rejoindre au niveau technologique, puis c'est important d'aller les rejoindre également.
puis des contraintes de temps. Nous, on a eu la chance que le projet est né quand même assez rapidement après la démarche. C'est un addon. Je ne sais pas si vous dites cette expression-là, c'est circonstanciel, mais il y a quand même une contrainte de temps, puis une contrainte de ne pas mobiliser, de ne pas, mobiliser la parole dans le sens de ne pas monopoliser la parole, d'avoir un expert en innovation ouverte. Je ne ferai pas le parcours qu'on a fait pour faire cette démarche-là, mais d'être accompagné d'experts pour une administration portuaire. Nous, on a un processus qui est réglementé, mais là, on sort des cadres réglementaires, donc d'avoir des experts dans le domaine pour nous accompagner puis nous aider à bien comprendre, à saisir ce que les gens nous disent. Puis je pourrais peut-être vous dire, dans le fond, les grandes réussites de ce projet-là, c'est que, dans le fond, on va avoir un aménagement, un pavillon qui répond aux aspirations de la population locale, qui va être ouvert. C'est un pavillon qui sert à la base à l'accueil des croisiéristes internationales, mais ce pavillon-là, les gens nous ont exprimé qu'il y avait un souhait qu'il soit utilisé par la population locale à l'année longue, il soit ouvert au public, donc il serve à mettre en valeur la culture autochtone, oui, mais bien au-delà de ça, dans le fond, le projet aura permis probablement la réconciliation entre les peuples, puisque la réappropriation culturelle également, qu'il n'y ait pas de fausses représentations ou donc des symboles qui vont être vraiment sacrés pour la Première Nation Innu. Puis je me souviens qu'il y avait un partenaire qui avait mentionné lors de la démarche que on devait circuler sur le territoire à la façon des Inuits sur leur territoire. Et puis l'architecte, et puis là j'en viens aussi au porteur de ballon de ce projet-là, que l'ensemble des gens doivent comprendre la contrainte que nous sommes le porteur de ballon. Nous avons des contraintes techniques, des contraintes budgétaires, mais l'architecte a repris, elle était très sensible à cette démarche-là, et puis elle a repris le thème du canot pour se déplacer sur le territoire, alors avec le tambour, le tewegan, qui est sacré pour les Autochtones, le chaputouane, qui est la tente autochtone, qui va être représentée vraiment sur l'aménagement, donc qui va au-delà de juste mettre en valeur la culture autochtone, mais de permettre peut-être la réconciliation entre nos peuples et également de permettre la reconnaissance de leur territoire. C'est la première fois qu'il va y avoir un aménagement à l'extérieur de la communauté autochtone. Donc, puis pourtant, ils sont partie intégrante de notre ville. Donc ça, c'est les grandes réussites. Alors c'est très précieux d'avoir ce témoignage aussi pour se rendre compte à quel point les visions scientifiques, étatistes, industrielles qu'on a ne sont pas neutres, elles sont le fruit d'une culture et qui peut être questionnée par d'autres approches culturelles. Et je pense que c'est très précieux de le garder en tête, que d'autres dimensions existent. Il est extrêmement tard, donc je voudrais prendre quelques questions de la salle, peut-être quelques réflexions, et peut-être pendant qu'un micro arrive jusqu'à vous, je peux repasser rapidement le micro à Monsieur Samama, très rapidement. Très rapidement, je trouve que votre expérience est extrêmement intéressante. Elle me fait penser à une chose. On a, sur un projet d'aménagement urbain, eu cette même méthode en expliquant toutes les contraintes de la gouvernance, toutes les contraintes d'un projet. Et il y a un terme qui me vient au-delà du terme acculturation, c'est le terme appropriation. Et je pense que c'est là tout l'enjeu. Nous n'avons pas des populations qui sont opposées à l'évolution, au parc éolien, au changement, à la transition, mais nous avons des populations qui sont en besoin d'appropriation. Et ce que l'on s'efforce de faire, en tout cas c'est le cas sur ma commune, c'est de les mettre en situation de gouvernance. Et j'oserais vous dire que sur un projet urbain, ma plus grande satisfaction, c'est qu'en matière de décision, les élus locaux que nous sommes et moi-même, nous nous sommes effacés devant la décision. La décision a été portée par la population en termes de densification, qui est un sujet difficile parfois aussi à accepter par rapport à notre population. Et je pense qu'au-delà de la culturation, vraiment, je ressens que l'appropriation est quelque chose de fondamental. Alors, on va prendre une question dans la salle. Alors, ceux qui ont déjà un micro.
Oui, merci beaucoup pour vos différentes présentations. Moi, c'est juste pour un petit peu effectivement rebondir sur la collaboration France-Québec sur le volet du débat public et de la concertation. Moi, je travaille à Sciences Po et on a bien pu être investi sur ce sujet dans le cadre de la mer en débat. Et dans le fait des relations qu'on a pu tisser avec nos homologues québécois, on va organiser dans les 2 prochaines années un colloque international avec le Québec sur la place du débat public dans les projets d'aménagement du territoire. Donc c'était juste pour vous faire une annonce que le 16 et 17 octobre 2025, il y aura un colloque international à l'Université de Laval avec toute une délégation française sur la question des mobilités, la question des transports et des ports. Donc voilà, madame, je suis très heureux de vous connaître et dans ce cadre, probablement vous aurez une invitation. Et en 2026, cette fois-ci, il y aura toute une délégation québécoise qui va se rendre à Bordeaux pour travailler sur la place du débat public dans le cadre de la transition énergétique. Donc tous ces sujets, effectivement, de la place du citoyen, de l'expertise aussi communautaire, parce qu'il y a une notion que moi j'ai vu apparaître lorsque j'ai fait mon terrain d'études au Québec, c'est la question de l'innovation communautaire qui a notamment été repris par le port de Québec. Le port de Québec a été très sujet à des controverses au milieu des années 2010. Oui, vous nous en aviez parlé l'année dernière. Je crois que ça souligne vraiment la dimension technique de ce débat et que l'innovation est aussi une innovation sociale. Tout ce qu'ils font avec les communautés riveraines. Enfin, ils ont lancé, pas uniquement le port de Québec, le port aussi de Montréal a lancé ça ces derniers mois, ce qu'ils appellent les comités de bon voisinage, où ils se réunissent tous les 6 mois avec des associations, des représentants aussi des syndicats professionnels. On essaye de tisser un avenir commun pour les ports. Et c'est des thématiques qu'on voit aujourd'hui émerger en France, mais qui est beaucoup plus poussée quand même en Amérique du Nord. Et puis quelque chose de plus quotidien aussi, de moins événementiel comme ça, mais de plus intégré dans la vie, dans la vie des citoyens. Donc voilà, le concept d'innovation communautaire de Tamarack Institute, il y a un document qui est trouvable sur Internet, et vraiment je vous invite à le lire. Merci beaucoup. Il y avait une autre question juste là, oui. Ouais, bonjour, merci beaucoup. Grégory Jean, je suis l'ancien maire d'Aulus dans l'île d'Oléron entre 2014 et 2020 et présent depuis hier, donc je m'associe au remerciement de tout le monde pour avoir croisé les regards. Moi j'ai 3 remarques, questions. La première au géographe, monsieur Bossir, c'est que le site classé qui fait partie de ces documents d'urbanisme qui ou verrouillent ou protègent les territoires, ça fait en fonction de l'endroit où on se place, ont une historique magnifiée. C'est Lamartine, Hugo qui ont fait que ces paysages font partie, pour de vrai, de notre imaginaire collectif. Des paysages qui ont été travaillés, maintenant des paysages qui ont été urbanisés, maintenant des paysages qui sont réaménagés, on le voit. Est-ce que, par exemple, la responsabilité qu'on aurait demain serait de repenser à l'évolution de ce site classé ? Parce que parfois on arrive dans des injonctions contradictoires et je me tourne vers l'élu, c'est-à-dire que si on doit développer du solaire par exemple en site classé, c'est moins facile, etc. Donc première question qui est là-dessus. Deuxième question pour vous, monsieur Augagneur, suite à cette expérience, alors peut-être que vous êtes lessivé par le débat public et que ça y est, vous avez donné, mais est-ce que ça ne donne pas au contraire envie d'en faire un autre sur le trait de côte de manière générale, parce qu'on sait que mécaniquement les sujets qui nous intéressent vont impacter une bande relativement large, qui dépend des coefficients de marée, la mer, la plage, et puis qui va derrière, on le voit bien, avec le biseau salé, etc. Et est-ce que finalement, c'est pas un sujet de société aussi, ce réaménagement du trait de côte en global, et potentiellement, est-ce que vous, avec une structure telle que vous portez, peut servir à ça? Et la troisième question, et après j'ai terminé, là je m'adresse à l'industriel, donc merci beaucoup pour vos informations. Donc j'ai regardé vite fait sur les échos, là votre groupe s'est détenu, mais c'est normal, par Qatar Invest à 8,71%, BlackRock à 5,3%, Norges Bank à 3,4%. Ces gens-là qui n'ont pas forcément comme priorité les enjeux qui sont là aujourd'hui, ou peut-être, mais enfin, en tout cas c'est normal, chacun son rôle. Et juste la question que je voulais vous poser, c'est dans le dividende actionnarial. Donc on a la valorisation financière, la valorisation de ce que vous produisez,
Mais à un moment donné, le vivant, quelque part, n'est pas rétribué. Alors je sais que c'est des gros sujets, est-ce qu'on donne un prix au vivant ou pas, etc. Mais est-ce que ce type de réflexion sur le financement, l'aménagement de long terme des territoires sur lesquels vous opérez, aujourd'hui, intervient ou pas dans les discussions que vous pouvez avoir dans un comité exécutif Alors, on va reprendre, s'il vous plaît, Francis Bossir. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette idée de classement patrimonial qui est un peu l'équivalent, d'une certaine manière, du sacré qu'on pourrait retrouver dans d'autres cultures qui nous s'expriment par ces classements qui sont hors du jeu rationnel et qui sont juste, à un moment, un espèce de souffle du cœur de dire ça, on n'y touche pas. On n'y touche pas parce qu'on n'y touche pas parce que c'est tout. Et parce qu'il n'y a pas d'autre argument rationnel. Oui, je trouve que la question que vous posez à Florent Gagneur est beaucoup plus facile que celle que vous me posez à moi. J'ai combien de temps? Très très peu, parce qu'on veut, si on veut boire un café. C'est un sujet absolument majeur. Et le paysage, évidemment, c'est une question de géographie, mais pas seulement, c'est une question pour tout le monde, le paysage. Et effectivement, le paysage, alors voilà quelque chose d'approprié. Le paysage, il est approprié individuellement en fonction du vécu de chacun, de l'expérience personnelle de chacun, et il est vécu collectivement. Et la question est, est-ce que le paysage est destiné à changer, à évoluer? Et ça, c'est une vraie question qui se pose dans tous les débats. Sur le débat d'Oléron, on l'a eu. Ça, franchement, on était au cœur du sujet. On l'a pris entre les deux yeux, là. Bon. Alors, simplement, l'inventaire de Mérimée, bon, je suis désolé, il nous faut beaucoup de temps, Brigitte, c'est trop Mais oui, court. non, mais justement, on pourra en parler pendant ces temps un peu plus informels. Voilà. L'inventaire de Mérimée, il dit l'abbaye de Cluny, c'est terminé que ça serve de carrière de pierre déjà taillée. Une carrière de pierre déjà taillée, c'est bien, c'est économique. Ça veut dire qu'à un moment donné, on réveille ça. Ça veut dire qu'il y a eu des périodes d'oubli. Et donc, le paysage, c'est quelque chose qui bouge. Et là, on avait fait intervenir pour le débat d'Oléron, et même dans la concertation continue, d'ailleurs, des paysagistes. Il y a une chaire énergie et paysage à l'École nationale supérieure du paysage, à l'ENSP à Versailles. Donc, il faut aller sur le site, il faut les retrouver. Donc, il y a toutes les réponses à cette question. Mais je veux bien qu'on en parle, mais là, c'est franchement... Non, mais voilà, ça ouvre la réflexion aussi de cette dimension qui était importante à pouvoir poser. Oui. Monsieur Gagneur, pour la deuxième question... Oui, moi c'est plus simple. La question du trait de côte, effectivement, de toute façon, elle a déjà été traitée en partie dans le débat. Est-ce qu'il faut faire un débat public dédié à ce sujet? Alors, malheureusement, ça ne dépend pas de moi, puisque ça dépend de la loi. On ne peut pas s'autosaisir, on ne peut pas faire un débat sur les sujets que l'on souhaite. Il faut aussi qu'il y ait un processus décisionnel, donc ça faudrait qu'il y ait une décision à un moment donné, que le législateur... Enfin, bon, ça serait un petit peu compliqué, mais effectivement, ça a été une des dimensions extrêmement importantes dans ce débat public. La particularité de ce débat, c'est qu'il y avait de nombreux sujets à traiter. L'écueil, c'était de survoler ces sujets. Il me semble que celui du trait de côte a été traité très en détail à certains endroits, puisque la particularité de ce débat, c'était aussi qu'il y avait plein de débats en fait. C'était plusieurs débats. On ne peut pas de la même chose à Bastia, Cherbourg. Enfin. Alors, pour bien comprendre, parce que vous voyez très bien de quoi ça parle, est-ce que c'est le mouvement du trait de côte parce que là, il n'y aura plus de débat quand l'érosion va se faire ou quand la montée des eaux va se faire. C'est l'adaptation, la question de l'adaptation. Ça n'est pas à mettre en débat tellement. Donc j'imagine que c'est la manière d'aménager la zone côtière en prévision de cette érosion et de cette montée des eaux. Ouais, et de s'y préparer vraiment sur un temps très long, mais qui arrive vite, quoi. Voilà, ce sera peut-être mes enfants qui animeront ce débat et qui l'animeront un peu dans l'urgence. Je continue à faire circuler la parole parce qu'il y avait une troisième question qui s'adressait à Élodie Kelmel, un peu plus précis sur les enjeux. C'est presque un enjeu technique que vous souleviez. Bien sûr, il y a cet enjeu. On va en parler exactement de la fiscalité, où il y a la fiscalité comptable des revenus et des pertes, et cette espèce de comptabilité externalisée que sont les pertes pour l'environnement, les pertes pour le paysage, les pertes pour la santé d'un écosystème, qui elles ne peuvent pas rentrer dans votre comptabilité. C'est un peu la nature de votre question.
Alors écoutez, alors déjà c'est très intéressant votre démarche parce que c'est exactement ce contre quoi on essaie de se positionner toujours en tant que communicant, c'est que très rapidement quelqu'un qui veut sortir une information va vite sur Google, regarde 2-3 informations, il peut vous les jeter comme ça, puis vous demande à chaud, réagissez par rapport au Qatar en faisant du name dropping comme ça qui cristallise un peu les gens. Alors la première chose déjà c'est que le capitalisme c'est pas un gros mot, aujourd'hui c'est devenu un peu un gros mot, les investisseurs qui y a derrière, qui se cachent derrière, etc. Et bien il faut de l'argent pour faire un parc éolien, entre autres celui de Saint-Brieuc, il a coûté 2,4 milliards d'euros, financé à proprement parler par Iberdrola, donc pas par le contribuable. L'autre chose derrière, effectivement, alors là c'est plutôt Iberdrola, moi je suis Iberdrola France, je ne suis pas forcément dans les conseils d'administration, mais Iberdrola est quand même le premier émetteur de green bond au monde, donc c'est quand même aussi quelque chose qui est important à noter. Et puis l'autre chose, c'est par rapport à l'environnement et les conséquences environnementales. Il faut savoir que pour le parc de Saint-Brieuc en particulier, l'environnement, on a fait énormément de recherche et développement, entre autres le parc de Saint-Brieuc était pas très loin d'une zone sur le gisement principal, à côté du gisement principal de Coquille-Saint-Jacques. Il faut savoir qu'on a mis en place de la recherche aujourd'hui qu'on a laissé derrière nous et pour faire évoluer les connaissances sur, entre autres, les conséquences du bruit, de la turbidité, les résultats étant eux-mêmes très encourageants par rapport et même très positifs par rapport aux conséquences du bruit en phase de construction, je tiens à le préciser, puisque un parc c'est 25 ans, il y a 3 ans de construction, 12 ans de développement auparavant, mais 25 ans où effectivement le bruit, la turbidité, c'est quelque chose qui est tout à fait secondaire. Donc voilà, et vous pouvez aussi, on a fait l'inauguration il y a quelques jours de ça, où nous avions des pêcheurs qui saluent le fait qu'il y a aujourd'hui des récoltes de coquilles Saint-Jacques et de toutes les ressources halieutiques qui n'ont jamais été aussi abondantes et positives. Donc je préfère rester sur ces touches positives-là. Un mot très court. Oui, très court pour revenir sur le débat sur le trait de côte, l'érosion côtière. Ce soir, vous allez avoir l'opportunité d'avoir Madame Panonacle, qui est députée et qui était entre autres, qui était sur la coordination. Sur la direction du comité national du trait de côte, qui devait prendre une décision fin juin, notamment sur le financement de l'aménagement du trait de côte. Mais bon, ça, voilà, les conditions ont fait que. Et je vous invite ce soir à en profiter pour lui demander d'ouvrir un débat national public. Je pense que, Florent, vous vous embêtez en ce moment, c'est ce que vous m'avez glissé. Ah, moi je serais ravi. Hein. Voilà. Et quant à cela, si on doit faire un débat sur le trait de côte, il faut absolument qu'on prenne en compte toute l'action anthropique. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne se remet pas suffisamment en question sur la manière dont on habite nos côtes, dont on dirige le tourisme sur nos côtes. Et il y a un nombre d'actions sur lesquelles nous devons nous remettre aussi en cause par rapport à ce fameux trait de côte. On a une dernière question peut-être. Donc Guy Jourdain, président du Conseil de développement de la métropole et du Pays de Brest. Donc, nous avons participé au débat public. Et moi, ma question était quand même, ce qui est ressorti du débat public, c'est qu'il y a une demande très forte quand même, à la fois d'une gouvernance locale et d'une continuité du débat public. Or, pour une gouvernance locale, il faut la construire, parce que si on ne la construit pas, il n'y aura pas de continuité du débat public non plus. C'est un peu la poule et l'œuf, hein, je veux dire. Et donc cette continuité, comment vous la voyez ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de structure dédiée en dehors des conseils maritimes de façade et des instances régionales. Il n'y a pas d'instance locale prévue aujourd'hui à cet effet, c'est dommage. Et donc, ça serait peut-être bien d'en inventer une. C'est important très rapidement sur cette interface qui permet de poursuivre presque au quotidien, sachant que voilà, c'est beaucoup de territoires, c'est beaucoup de lieux, et c'est pas forcément beaucoup de personnes à long terme. Comment continuer et perdurer Alors, là-dessus, et ça a été dit par vous, monsieur le maire, et par vous, effectivement, le débat public impulse quelque chose, mais ce n'est pas une parenthèse. Ce n'est pas une parenthèse dans un processus décisionnel où le public participe et puis après, on retourne pour décider en chambre comme si de rien n'était, sans transparence. Non. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on a conçu le débat public. Et je ne pense pas que c'est comme ça que ça va se passer. Le débat public doit impulser quelque chose. C'est ce qu'on a essayé de faire.
d'essayer d'impulser des choses. Alors dans certains territoires, il y a des choses qui se mettent déjà un petit peu en place. En Méditerranée, ce type de structure est en train de se mettre en place à l'issue du débat public. Mais nous, on ne disparaît pas non plus après le débat public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement va prendre ses premières décisions, donc probablement au courant de la semaine prochaine, nous, on va rester là. C'est-à-dire qu'on reste dans une procédure, la CNDP est toujours présente, il va y avoir des garants qui vont mettre des choses en place jusqu'à l'élaboration des DSF et même au-delà. Puisqu'une fois que les DSF sont élaborés, il y aura d'autres volets qui vont s'ouvrir. Donc la participation maritime participative, elle est qu'à ses débuts. Alors je ne sais pas si on a... Oui. Très vite, Guylaine Hirso, trésorière de la paix, mais aussi les petits débrouillards éducation populaire par les sciences pour les sciences. On a participé, comme tant d'autres, les petits débrouillards au débat public. Mais dans la continuité de ce qui vient d'être dit, il est important aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas CNDP, mais il y a d'autres instances au niveau national et régional. Je pense aussi au CESE et aux CESE régionaux, où on peut porter la parole. Et puis nous sommes dans différents lieux, différentes instances, où il y a cette nécessité. Il y a l'avant, le pendant et l'après de ce débat et la continuité. Et surtout, dans l'esprit, comme ça a été rapporté, et je vais très vite, les ateliers, dans l'esprit aussi de continuer cette éducation et que chacun n'oublie pas cette continuité entre, vous l'avez dit, mer, terre, espace, mais juste, il va y avoir l'UNOC en 2025. On dit que c'est l'année de la mer, des océans, la terminologie que l'on souhaite, mais l'importance, et vous avez parlé aussi des Outre-mer, mais replacer tout ça dans le contexte, on a parlé de One Health, mais le contexte global, cette approche, et ça c'est important aussi, on l'a dit à l'éducation, dans les murs, hors les murs, et nous sur le terrain. On continue ces débats et ces questionnements, la démocratie locale. Donc c'est important effectivement que le process, la CNDP, je sais, c'est très bien, qu'on continue, qu'on poursuive dans toutes ces instances, ces lieux, parce qu'on ne peut pas dire qu'on manque d'instances, mais c'est le problème, c'est d'assurer cette continuité avec toutes les instances et le débat. Et la puissance publique, bien évidemment. Merci beaucoup. La question de l'éducation populaire, de la vie culturelle qui ne sert à rien jusqu'au moment où on se rend compte qu'elle est indispensable. Simplement une chose, je voudrais rebondir sur 3 informations. La première, Norbert Samama a parlé des élus et la manière dont les élus étaient consultés. Grâce à Florent Gagneur et à Francis Bossir, il y a eu une demande d'une étude complémentaire qui a été faite auprès de l'ensemble des élus autour du parc de Saint-Nazaire. C'est en ligne sur la CNDP et c'était tout à fait intéressant si on peut voir la carte des... Voilà tous les élus qui ont été interrogés et on s'est aperçu effectivement d'une part que certains avaient les mêmes problématiques et on a immédiatement basculé sur des associations, aussi bien des associations pour que des associations contre, et ça c'était intéressant. Et voilà la carte sur ce jeu. Deuxième sujet, Norbert Samama a organisé au Pouliguen, le 22 mars aussi, une table ronde dans le cadre du débat public qui était une table ronde d'élus, avec tout le public, grand public qui était là, mais je crois que c'était vraiment quelque chose de totalement important de savoir que les élus ont pris la parole, mais ils ont pris la parole et le débat public a donné cette possibilité de réunir ces élus pour qu'il y ait prise de parole et que ce soit mis dans le rapport. Et la troisième information, c'est comment effectivement instaurer en permanence, et ça va être toute la continuité de cette troisième et quatrième table ronde, deuxième, troisième et quatrième table ronde, l'échange d'informations. Parce qu'on veut bien partager, mais comment on l'échange ? Merci beaucoup. Je vous laisse faire une petite pause, en discuter entre vous, commencer à débattre.